Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Bonjour et bienvenue à l'écoute d'Impact, le podcast du laboratoire Pacte à Grenoble. Dans cette 4e saison, nous allons décortiquer ensemble les sciences participatives. Quels en sont les cadres, les expériences à des niveaux locaux ou internationaux. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur la notion de prêt à sortir dans le cadre des hébergements sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. La question du jour : comment les expériences singulières peuvent devenir des savoirs partageables ? Bonne écoute, et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Aujourd'hui, nous recevons avec nous Gabriel Uri-Bellarea et Julien Lévy. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Et je suis bien évidemment toujours accompagné d'Émilie. Gabriel, vous êtes sociologue et Julien, sociologue et politiste. Vous êtes tous les deux chercheurs et co-porteurs de la chaire publique des politiques sociales du laboratoire Pacte, une chaire abritée par la Fondation Université Grenoble-Alpes. Aujourd'hui, avec Gabriel et Julien, nous allons nous intéresser à l'intégration des personnes qui ne sont pas issues du milieu universitaire à une recherche de terrain en lien avec des chercheurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord la chaire publique des politiques sociales ? Donc, la chaire publique des politiques sociales, c'est une chaire de recherche du laboratoire Pacte, abritée par la Fondation UGA, qui est une fondation d'utilité sociale, et c'était au sein de cette fondation la première chaire en sciences humaines et sociales. C'est une chaire de recherche qui a été créée en avril 2019 par 3 doctorants du laboratoire Pacte, qui étaient également membres de l'Observatoire des non-recours aux droits et aux services. L'objectif scientifique de la chaire, c'est d'interroger les relations entre l'État social et ses publics, en plaçant la question des publics, ressortissants ou usagers au cœur des travaux de recherche sur les politiques sociales et en s'intéressant notamment à la question des politiques de lutte contre les exclusions et de lutte contre le sans-abrisme. On travaille notamment en s'appuyant sur une sociologie qu'on appelle la sociologie de la réception, qui s'intéresse à comment les personnes, usagers, destinataires, reçoivent, perçoivent les politiques qui leur sont adressées et comment elles agissent vis-à-vis de celles-ci. Alors ça renvoie pour partie à des choses qui relèvent du non-recours, puisque dans un certain nombre de cas, des personnes ne recourent pas ou peuvent recourir à certains droits et pas à d'autres, etc. Mais c'est aussi plus largement la façon dont les personnes apprécient, reçoivent ces politiques et ont parfois des choses à en dire ou peuvent se comporter vis-à-vis de celles-ci. L'enjeu de la chaire, c'est de conduire des recherches qui sont des recherches indépendantes, mais qui malgré tout entretiennent un dialogue permanent avec les différents acteurs concernés à toutes les étapes de la recherche. Que ce soit à la fois des personnes qui mettent en œuvre ces politiques, qui les définissent au niveau politique, mais également les personnes donc, qui les administrent ou qui en sont les destinataires. Donc c'est d'être en lien avec ces différentes parties prenantes. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples justement de parties prenantes qui sont impliquées dans cette chaire ? Dans les parties prenantes avec lesquelles on est en contact, certaines de ces parties prenantes ont un rôle particulier, puisque être dans le cadre d'une chaire de recherche de la Fondation UGA, ça implique qu'on bénéficie du soutien de partenaires ou de mécènes qui nous permettent de réaliser ces recherches. En l'occurrence, aujourd'hui, on a un certain nombre de partenaires de différentes natures, qu'il s'agisse de collectivités territoriales, de fondations, d'organismes divers, qui soutiennent et nous permettent aujourd'hui de réaliser nos recherches dans le cadre de la chaire. Parmi ceux-ci, on a notamment le soutien de la Fondation Abbé Pierre, qui nous permet de soutenir largement notre 2e programme sur la chaire publique des politiques sociales, qui s'intéresse à la question de la participation des publics, et dans lequel s'inscrit la recherche dont on va parler aujourd'hui. Il y a quelques minutes, vous aviez évoqué la notion de non-recours et je pense que ces termes devraient rappeler des souvenirs à nos auditeurs les plus anciens. Dans la saison 2, on avait déjà échangé avec Elena Réville sur la question du non-recours aux soins, notamment à travers la structure de l'Odénor. Est-ce que vous avez des liens ou une articulation particulière avec cette structure ? Alors oui, nous sommes liés à l'Observatoire des non-recours aux droits et aux services, puisque tous les membres de la chaire sont membres de l'Odénor. En revanche, à la différence d'Elena, nous on ne s'intéresse pas à la question du non-recours aux soins de façon principale. Nos travaux traitant plutôt des politiques d'hébergement et d'accès au logement et des personnes en situation de sans-abrisme ou d'habitat précaire, c'est vrai qu'on a davantage tendance à s'intéresser à des choses qui renvoient plutôt à une offre de droits et de services relative à l'hébergement, au logement ou à des choses de ce type-là. Pour nous, la question du non-recours, elle est moins un objet qu'on va essayer d'analyser qu'une grille de lecture pour aborder et appréhender des sujets, et notamment pour s'intéresser à ce qui est l'objet central de la chaire, c'est-à-dire les relations entre l'offre sociale et ses ressortissants. Si on reprend la base de votre recherche, vous proposez de vous intéresser aux personnes qui ne sont pas prêtes pour accéder à un logement, alors même qu'elles pourraient avoir la possibilité d'accéder à un logement. Pourquoi est-ce qu'il est important d'objectiver ou même de comprendre cette notion de prêt à sortir ? Oui, alors c'est une notion
très importante. On va reformuler un petit peu la question. En fait, on ne s'intéresse pas tant aux personnes qui ne sont pas prêtes à accéder à un logement, prêtes ou pas prêtes. On s'intéresse en fait à la qualification du prêt à sortir. C'est-à-dire en fait comment les personnes hébergées se définissent comme étant prêtes ou pas prêtes à sortir d'un hébergement pour accéder à un logement, et comment des travailleurs sociaux qui travaillent dans des centres d'hébergement qualifient les personnes hébergées comme étant prêtes ou pas prêtes à sortir. Alors c'est extrêmement important de s'intéresser à cette catégorie parce qu'en fait elle est très présente dans les structures d'hébergement. Peut-être pour resituer un petit peu, la prise en charge des sans-abri, on va dire, elle est structurée historiquement. Je regarde mon voisin parce que c'est plutôt lui le spécialiste de ces questions-là. Mais elle est structurée en fait avec des structures d'hébergement qui représentent autant d'étapes avant l'accès au logement. Avant de prétendre à un logement, les personnes sans abri devraient passer par ce qu'on appelle un modèle en escalier, qui a été qualifié comme ça a posteriori, qui est un ensemble de structures d'hébergement différentes où à chaque étape, en quelque sorte, les personnes doivent faire la preuve de leur capacité à habiter, à vivre dans un logement. La question du prêt à sortir, c'est une question fondamentale dans la structuration même des réponses qui sont apportées au problème public du sans-abrisme en France depuis les années 90. Nous, notre entrée, c'est pas cette entrée-là, c'est pas une entrée historique ou de politique publique, c'est plutôt une entrée par l'expérience des personnes. Cette recherche, en fait, elle naît d'abord d'un échange avec une femme qui s'appelle Yamina, qui a vécu pendant 5 années dans un centre d'hébergement avec ses 2 filles. Et lors d'un échange que l'on a ensemble, Yamina, en fait, va revenir sur son départ du centre d'hébergement. Et du coup, elle va dire qu'elle n'était pas prête à quitter ce centre d'hébergement pour accéder à un logement. Et donc, c'est de cette expérience-là que va naître une recherche. Comment est-ce que vous créez un collectif d'enquêteurs autour de toute cette notion d'expérimentation, ou d'expérience plutôt, des personnes sur le sans-abrisme et de retrouver un logement? Alors cette discussion avec Yamina, effectivement, elle a lieu avant 2021, durant l'année 2020. En fait, elle a lieu dans un cadre particulier qui est le cadre du collectif Soif de connaissances. Alors, on a parlé tout à l'heure de la chaire, là on va parler encore un autre organisme en quelque sorte. Le collectif Soif de connaissances, en fait, c'est un collectif hybride qui réunit des chercheurs dont on fait partie, des travailleurs sociaux, des personnes qui sont accompagnées ou qui ont une expérience de l'accompagnement social et des formateurs en travail social. C'est un collectif qui a été créé en 2015 à l'initiative de plusieurs institutions. L'Odénor, dont on parlait tout à l'heure, la Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes et 2 écoles de travail social, une à Lyon et une à Grenoble, qui aujourd'hui ne forment plus qu'une, qui s'appelle Océlia. À la base, on va dire entre 2015 et 2020 à peu près, le collectif Soif, c'est d'abord un collectif de formation. Donc, c'est des interventions qui sont faites auprès des travailleurs sociaux et des futurs travailleurs sociaux par les 4 types de personnes que j'ai mentionnées. Donc, des chercheurs, des personnes concernées, des travailleurs sociaux et des formateurs en travail social. Nous, on est partie prenante de ce collectif et en fait, on va proposer, dans le cadre de nos activités de recherche, que ce collectif expérimente de la recherche, on va dire, participative ou collaborative. Je vais un peu employer ces 2 termes de manière... Ça va être des synonymes ici. On n'a pas vraiment travaillé sur l'appellation recherche participative ou collaborative, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui dans les sciences, notamment dans les sciences sociales. Nous, l'idée, c'était d'expérimenter ces méthodes, d'expérimenter des manières possibles de faire de la recherche participative et collaborative. En fait, dans le cadre du 2e programme de la chaire, notre programme sur la participation des publics, le financement qui nous est accordé par la Fondation Abbé Pierre, c'est un financement non fléché qui nous permet d'expérimenter différentes formes de recherche participative. C'est-à-dire que la Fondation Abbé Pierre nous finance pour une durée de 3 ans afin de nous permettre de tenter des méthodes différentes pour expérimenter des recherches participatives et collaboratives sur des thèmes qui ne sont pas déterminés à l'avance, puisque l'idée, c'est de disposer de cette enveloppe de financement pour saisir à la volée des thématiques qui émergeraient de situations telles que celles que Gabriel a décrites, c'est-à-dire des rencontres autour desquelles d'un coup dérivent des questions ou se déplient des questions, apparaissent des problématiques.
qui nous permettent derrière d'engager des méthodes qu'on va partager avec les parties prenantes, etc. Et cet élément-là, il est important parce que, comme le disait Gabriel, aujourd'hui, la question des recherches participatives et collaboratives, elle est éminemment présente, notamment quand on s'intéresse aux sujets sociaux qui environnent le travail social. Et que, au départ, Gabriel comme moi, on n'est pas nécessairement croyant dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas intimement convaincu que les recherches participatives et collaboratives, c'est forcément mieux que ce qui se jouerait par ailleurs. En revanche, nous, on avait très envie d'être dans une pratique engagée, de nous engager véritablement, de jouer le jeu à fond de ces recherches-là. Donc, d'une certaine manière, d'être pratiquant mais non croyant, pour voir ce que ça allait derrière pouvoir développer, apporter comme élément. Et notamment, parmi les éléments de réflexion qui nous intéressent, c'est aussi ce que vous formuliez en tout début de questionnement, au tout début de notre échange, c'est-à-dire finalement comment se joue cette intégration d'expériences singulières dans un collectif et qu'est-ce que ça produit. Et ça, ce sont des éléments qui sont importants parce qu'en même temps, ce programme nous permet de faire deux choses, c'est-à-dire de soutenir des projets concrets, mais en parallèle de ça, nous, d'avoir une réflexion globale sur qu'est-ce que ça produit globalement, toutes ces recherches-là, mises les unes à la suite des autres. En fait, quels enseignements on en tire sur ces démarches participatives et collaboratives. Alors finalement, maintenant que vous avez un petit peu plus de recul sur ce projet, combien de méthodes est-ce que vous avez utilisées? Comment est-ce que ça a évolué? Quelles ont finalement été les différentes phases en fait, de votre recherche? Alors, si on revient sur la recherche autour du prêt à sortir, c'est une recherche en fait qui a démarré en 2021 et qui est en train de s'achever au cours du premier semestre 2023. Donc cette recherche, comme je l'expliquais, elle est née d'une expérience singulière, celle de Yamina, au sein d'un cadre d'un collectif qui est le collectif Soif de connaissances. Et donc un projet a été élaboré et il a été mis en partage en fait avec les autres membres du collectif Soif de connaissances. Les personnes qui étaient intéressées par cette thématique, elles pouvaient s'impliquer en fait dans ce projet de recherche. Au final, il y a une vingtaine de personnes qui ont participé sur 2 ans. Quand je dis une vingtaine de personnes ont participé, ça ne veut pas dire que les 20 personnes ont participé tout le temps et de la même manière pendant 2 ans. L'idée, c'était aussi d'avoir un modèle de participation assez souple pour permettre en fait aux personnes de s'impliquer de différentes manières, à des moments différents, justement pour favoriser leur participation. De ne pas être sur un seul modèle, par exemple des réunions collectives qui doivent réunir tout le monde et où on est obligé de participer, mais plutôt de multiplier des instances ou des dispositifs qui favorisent la participation. Et là, en l'occurrence, cette vingtaine de personnes, ce sont tous des chercheurs et chercheuses ou il y a également des citoyens et des acteurs locaux? Ouais, alors en fait, il y a très peu de chercheurs dans ce collectif. Il y a 4 chercheurs qui ont participé durant la recherche. Moi, je suis le coordinateur de cette recherche et finalement, je suis le seul chercheur à avoir été là du début à la fin sur tous les temps de travail. Ensuite, le collectif, il est principalement composé de personnes concernées. Le collectif Soif les nomme des personnes ressources. Ici, dans ce cas présent, c'est des personnes qui ont vécu en centre d'hébergement ou qui vivent encore en centre d'hébergement. Et ensuite, il y a un autre type d'acteurs, c'est des travailleuses sociales, principalement des travailleuses sociales qui exercent dans des centres d'hébergement. Donc c'est ce collectif d'enquêteurs, en quelque sorte, est composé de ces 3 types d'acteurs. La question qui se pose tout de suite quand vous dites comment est-ce qu'on arrive à impliquer finalement et à favoriser la participation, c'est la question de la rémunération. Parce que vous, quand vous intervenez en tant que chercheur sur le terrain, vous êtes payé par votre labo, enfin j'espère pour vous en tout cas. Mais qu'en est-il des gens qui font partie de ces collectifs d'enquêteurs qui, s'ils sont dans des situations de logement déjà compliquées, on peut imaginer qu'ils n'ont peut-être pas de travail, enfin voilà, donc ils sont dans une situation de précarité. Qu'en est-il de la rémunération ? J'aurais bien répondu par une boutade parce qu'en fait, c'est marrant de dire que la première question qu'on se pose, c'est la question de la rémunération parce que c'est pas toujours la première question qu'on se pose en fait, quand il s'agit de démarches participatives et collaboratives, notamment avec des personnes précaires. Parce qu'en fait, il y a un enjeu justement qui est parfois peut-être un peu décalé, qui est aussi celui de la façon dont ces recherches-là seraient des moyens d'émancipation pour les gens et que ça pourrait être suffisant. Donc, en tout cas, nous concernant, cette question de la rémunération, elle est essentielle. Elle l'est pour nous dans le cadre de la chaire, mais elle l'était également dans le cadre du collectif Soif. C'est-à-dire qu'on a participé
activement au collectif SOIF depuis sa création avec l'Odénor, et la question de la rémunération des personnes ressources dans le cadre du collectif SOIF a toujours été envisagée, par le biais notamment du portage de contrats de vacation, par le biais de l'école de travail social qu'évoquait Gabriel précédemment, c'est-à-dire Océlia maintenant. Donc cette question-là, pour nous, elle allait d'une certaine façon de soi, sauf qu'en réalité, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, déjà parce que d'emblée, si nous aujourd'hui on souhaite pouvoir rémunérer des co-enquêteurs, on ne peut pas le faire au sein de l'université par exemple. Notamment parce qu'il s'agit de personnes qui sont des personnes, comme vous l'indiquiez, qui sont précaires, qui n'ont pas de travail, et qu'aujourd'hui les vacations au sein de l'université, il faut que les personnes aient un travail au moins à mi-temps. Donc pour tout un tas de raisons, on se retrouve à devoir faire appel, dans le cas de cette recherche comme dans d'autres, où on souhaite impliquer des personnes, par des tiers, en l'occurrence de façon un peu privilégiée par ce partenaire Océlia, qui a été également un partenaire de la chaire dès l'origine et dès la création de la chaire, et avec lequel on entretient des relations étroites, et qui nous permet de pouvoir rémunérer des personnes dans le cadre d'enquêtes de ce type. Et cette question-là, elle est importante, à la fois parce que, effectivement, comme vous l'indiquiez, quand on cherche à constituer un collectif, la question est de savoir, au final, est-ce que tout le monde autour de la table se retrouve à être pas logé à la même enseigne, parce qu'on n'occupe pas les mêmes places, parce qu'on n'a pas les mêmes rôles, mais en tout cas à s'assurer qu'il n'y ait pas des personnes qui soient d'un côté ou dont on ne prenne pas en considération la possibilité d'une rémunération. Les professionnels sont effectivement mis à disposition par leurs institutions. Elles jouent le jeu d'une mise à disposition. Les chercheurs, pour le coup, et dans le cas de Gabriel, son temps est financé par ce financement qui est proposé par la Fondation Abbé Pierre et qui lui permet d'avoir du temps pour se consacrer à cette recherche. Et pour les personnes concernées, personnes ressources qui participent à cette recherche, soit nous on peut essayer de trouver des modalités de financement par le biais de nos fonds propres au sein de la chaire en passant par des partenaires extérieurs hors université, soit en l'occurrence, là, on a pu bénéficier d'un financement important qui a permis de réaliser cette recherche sur le prêt à sortir, qui est un financement qui provient de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes, et qui a permis, en grande partie, de rémunérer les co-enquêteurs. Une fois que vous avez ce collectif d'enquêteurs, que les gens sont d'accord pour être là autour de la table, pour enquêter, pour suivre de plus ou moins loin, de plus ou moins près ce dispositif, j'imagine qu'il y a une espèce de phase d'accord, une appropriation du projet de recherche. Oui, tout à fait. En fait, peut-être pour commencer, quand on disait tout à l'heure qu'on expérimente des recherches participatives, ça veut dire aussi qu'on expérimente des méthodes de travail. Et donc concrètement, en fait, on n'avait rien défini sur ce projet de recherche. On avait une thématique et c'est tout. L'idée, en fait, c'était de définir chaque étape de la recherche avec le collectif de co-enquêteurs. D'ailleurs, c'est un terme qui est important. On ne parle pas de co-chercheurs ou de personnes concernées ou de travailleurs sociaux, etc. Mais en fait, on parle de co-enquêteurs dans le cadre de notre travail et des réunions qu'on a menées. Donc, tout le monde est co-enquêteur. Comment, en fait, s'approprier, s'engager dans une démarche de recherche quand on ne sait pas, en fait, ce que c'est un travail de recherche? La première étape, ça a consisté à présenter ce que ça peut être une recherche en sciences sociales et à présenter concrètement des méthodes de recherche. Plutôt, dans mon cas, en fait, des méthodes qualitatives, donc soit des méthodes ethnographiques ou par entretien, parce que c'est ce que je mène et ce que je sais plus ou moins faire, mais par exemple, je n'ai pas présenté de statistiques ou de questionnaires comme ça. Donc, il y a eu un premier temps, en fait, de présentation de ces méthodes et d'essayer de repérer dans ces méthodes-là, collectivement, de les discuter, de voir quels pouvaient être leurs intérêts et leurs limites par rapport à ce qu'on voulait questionner ensemble. Donc en fait, la discussion qu'on a engagée sur les méthodes de recherche, c'était aussi une discussion sur le projet de recherche. C'est-à-dire en fait, en réfléchissant à quelle méthode on va mettre en œuvre, on précise qu'est-ce qu'on cherche à enquêter, qu'est-ce qu'on cherche à documenter. Et donc dans le cadre de cette recherche, on a eu un premier temps, alors je ne pourrais pas vous dire exactement, je pense qu'il y a eu 3 voire 4 réunions de travail là-dessus, où en fait on s'est mis d'accord sur l'idée de réaliser des entretiens semi-directifs. Et du coup des entretiens avec 3 types de publics différents pour comprendre ce que ça signifie être prêt à sortir de l'hébergement. D'abord avec des personnes actuellement hébergées, pour savoir en quoi elles se sentent prêtes ou pas prêtes. Ensuite avec des personnes anciennement hébergées. Et enfin, avec des professionnels qui exercent dans ces centres d'hébergement. Donc, il y a eu une première étape où on a défini la méthode et à partir de là, on a collectivement élaboré des guides d'entretien, c'est-à-dire concrètement quelles sont les questions qu'on va aller poser
aux uns et aux autres. Donc là, à ce moment-là, ça a été une phase qui a été assez longue, mais qui a permis, en fait, là encore, toujours de s'approprier, on va dire, l'objet de cette recherche, de s'approprier ce que c'est une démarche d'enquête. Et en fait, ce travail, il a reposé, en fait, sur un croisement d'expériences. C'est-à-dire, en fait, chaque personne, en fait, au regard de ses expériences de l'hébergement, soit en tant qu'ancien hébergé ou que personne actuellement hébergée, soit en tant que travailleuse sociale, a amené des éléments sur ce que ça pouvait signifier être prêt à sortir, sur ce qui se passe en fait dans les centres d'hébergement. Et donc progressivement comme ça, on a élaboré des guides d'entretien, un ensemble de questions qu'on allait poser aux personnes. Et puis en même temps qu'on cheminait comme ça dans l'élaboration de ces guides d'entretien, progressivement a émergé la question de comment on va mener les entretiens. C'est-à-dire concrètement, qui va aller sur le terrain, qui va faire les entretiens? Est-ce que c'est les chercheurs qui participent à ce collectif, qui ont l'habitude de faire des entretiens, qui vont aller faire des entretiens? Ou est-ce qu'en fait, c'est d'autres personnes du collectif? Et donc là, en fait, ce qui a été défini par le collectif d'enquêteurs, c'est que tout le monde pouvait potentiellement aller faire des entretiens, selon ses disponibilités, ses envies, etc. Mais qu'on allait essayer de faire deux choses. Premièrement, c'est qu'on allait faire les entretiens en binôme, pour éviter de se retrouver seul en fait face à un interlocuteur où on n'a jamais fait d'entretien, comment on pose des questions, etc. Ça peut être assez déstabilisant en fait comme situation. Donc d'un commun accord en fait au sein du collectif, il est ressorti l'idée qu'il fallait y aller à deux, un peu de se soutenir en fait mutuellement en quelque sorte. C'était ça qui ressortait des échanges. Et puis l'autre élément, c'était lorsqu'on va rencontrer des personnes hébergées, que dans ce binôme, il y ait au moins un ancien hébergé. Et quand on va rencontrer des travailleurs sociaux, que dans ce binôme, il y ait au moins un ou une travailleuse sociale. L'idée ici, c'était que le partage en quelque sorte d'une expérience ou d'un type d'expérience commune, avoir été en centre d'hébergement, avoir vécu en centre d'hébergement ou travaillé en centre d'hébergement, ça pouvait faciliter le déroulement des entretiens, ça pouvait peut-être mettre un peu plus à l'aise les personnes. C'était dans cet esprit-là qu'on a composé en fait les binômes. Et donc il y a eu plein de configurations d'entretiens différentes. Parfois, deux travailleuses sociales sont allées interroger une personne, parfois c'était une travailleuse sociale et un hébergé, etc. Alors, quelles étaient les limites de ce fonctionnement, notamment vis-à-vis de la composition des binômes? Est-ce que tous les binômes, tous les types de profils fonctionnent bien ensemble? Est-ce que vous avez quelques précisions en fait, sur tout ça? Oui, en fait, c'est pas tant des limites. Enfin, nous, on l'a pas qualifié en termes de limites. L'idée, c'est plutôt de voir quels effets ça produit sur la configuration de l'entretien. Et donc, oui, il y a au moins deux exemples qui sont intéressants, enfin deux anecdotes. La première, c'est l'expérience d'un entretien que j'ai réalisé avec une ancienne personne hébergée. On s'est rendu dans un centre d'hébergement interroger une personne hébergée. Et en fait, l'entretien était assez difficile. En fait, les réponses de la personne étaient vraiment très lapidaires, c'était très court. On sentait que elle n'était pas à l'aise en fait dans l'entretien. Et au bout d'un moment, en fait, elle sort son paquet de cigarettes. Et du coup, je lui dis, peut-être vous voulez qu'on fasse une pause ou on arrête. Vous voulez fumer une cigarette, etc. Et en fait, la personne à ce moment-là, elle me dit, non, je veux pas tant qu'on arrête. Mais je veux plutôt continuer, mais que avec l'ancienne personne hébergée, parce qu'en fait, elle me comprend. Et donc elle me comprend, c'était à la fois par rapport à son expérience de l'hébergement, que la personne hébergée avait partagé dans le cadre même de l'entretien. Et puis, il y avait aussi d'autres motifs qui étaient avancés. Mais donc là, c'était assez intéressant. L'entretien a continué, donc il y a plutôt une qualité en fait, d'être en binôme. C'est-à-dire il y a un des membres du binôme qui quitte l'entretien, mais ça n'arrête pas l'entretien. L'entretien continue, mais dans une configuration particulière. Et uniquement avec l'ancien hébergé qui va continuer à poser des questions, à discuter, et qui, après coup, va faire un compte-rendu en fait, de ce qui s'est raconté à ce moment-là. La deuxième anecdote, en fait, il y a eu plusieurs entretiens qui ont été menés où dans le binôme, il y avait d'anciennes personnes hébergées. Dans plusieurs de ces entretiens, à un moment donné, l'entretien, au sens d'une personne qui pose des questions à une autre personne, si on reste sur une définition très restreinte de l'entretien, ça s'arrête. C'est-à-dire on change de configuration et l'ancienne personne hébergée n'est plus là pour poser des questions, mais pour donner des conseils, pour partager son expérience, revenir sur des choses qu'elle a vécues dans le centre d'hébergement ou pendant le déménagement vers le logement, etc. Donc ces éléments-là, au début, on ne les avait pas
repérer plus que ça, en fait. Ils ont progressivement pris sens, où en fait, lors de l'analyse qui a été collective, le collectif a voulu que l'analyse soit tournée vers des propositions d'action très concrètes. Et en fait, ces entretiens ont pris une consistance particulière parce que du coup, en fait, c'était des moments où d'anciennes personnes hébergées revenaient dans un centre d'hébergement, parfois un centre d'hébergement où elles avaient vécu. Et en fait, elles partageaient leurs expériences, elles donnaient des informations, elles donnaient des conseils, tout un ensemble d'éléments qu'en fait les personnes actuellement hébergées n'avaient pas forcément ou sur lesquels elles s'interrogeaient, se posaient des questions. Et donc ça a amené une proposition qui est de favoriser les échanges entre les personnes actuellement hébergées et les anciennes personnes hébergées pour justement envisager ce que ça peut signifier de sortir d'un hébergement et d'accéder à un logement. Donc c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'au-delà du contenu des entretiens, de ce que les personnes nous ont dit sur leur expérience de l'hébergement autour de cette catégorie de prêt à sortir, etc., la configuration même de l'entretien permise par ces binômes a été source de connaissances, d'enseignements, en fait, au regard de l'objet même qui était le nôtre, les sorties d'hébergement. On ne vous l'a pas demandé d'ailleurs, mais quel est le cadre géographique de ces enquêtes Ces entretiens, en fait, ils ont été réalisés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc dans plusieurs villes, Grenoble, Lyon, Aurillac, Chambéry, Saint-Étienne. Je crois que j'ai fait le tour. En fait, l'idée d'avoir une variété de territoires, déjà, c'est une enquête qui a été financée à un niveau régional et qui avait une volonté de parcourir les territoires, mais il y avait aussi quand même un enjeu de variété, parce qu'en fait, il y a à la fois des modes d'hébergement qui sont relativement différents d'un territoire à un autre, y compris à l'échelle de la région. Donc c'est une configuration d'habitat particulière. Et un autre élément qui est la question de la tension sur le logement, c'est-à-dire qu'en fait, dans la question du prêt à sortir, il y a aussi le quand on peut sortir. Il y a à la fois le fait d'être prêt personnellement, mais il y a aussi le fait de pouvoir sortir très clairement d'une structure d'hébergement parce qu'il y a une offre de logement en face. Donc en fait, la question d'avoir des contextes locaux vis-à-vis du logement avec des contextes tendus et des contextes moins tendus, ça permettait aussi d'avoir une variété de situations qui donnent à voir à la fois si la question d'être prêt à sortir, elle est très dépendante d'un contexte extérieur qui est lié à la tension sur le logement, ou s'il est aussi lié à d'autres formes d'éléments qui concourent au fait que les personnes ne se sentent pas prêtes ou se sentent prêtes, ou différemment, que les professionnels les estiment prêtes ou pas prêtes. Progressivement, on a arrêté de travailler sur le prêt à sortir, sur cette catégorie-là, et en fait, on a des propositions qui sont sur l'hospitalité des centres d'hébergement. Donc en fait, vous verrez, mais ce qu'on dit là, donc c'est vraiment effectivement très important, et c'était comme ça qu'on l'avait pensé, par rapport à la question du prêt à sortir. Mais progressivement, en fait, quand on a analysé les entretiens, on est passé sur un autre sujet. On a glissé comme dans tout travail de recherche presque. C'est très intéressant ce que vous dites parce que justement, on l'a entendu tout à l'heure, vous avez dit, dans les binômes d'entretien, il y avait effectivement un changement de la posture du binôme qui pouvait avoir connu cette situation en centre d'hébergement. Et vous avez dit que vous étiez, après les analyses, vous avez redirigé votre travail pour aller vers des propositions d'action parce que c'est ce que le collectif avait décidé. Ouais. Vous, votre objectif en tant que chercheur, c'était quoi à la base? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le changement de direction sur le contenu final du bilan de ce que vous allez rendre et de ce que vous avez rendu? C'est une question qui est centrale et en fait qui constitue un tournant dans ce travail de recherche. Initialement, comme je le disais, l'idée c'était d'expérimenter. Donc on n'avait pas forcément d'idée très préconçue de là où on allait arriver, à la fois sur le fond, quels résultats on allait avoir, et à la fois sur la forme, comment ça allait se traduire très concrètement dans des écrits ou dans d'autres formats de restitution. Malgré tout, je suis un chercheur et je reste un chercheur. Et je suis surtout un chercheur en fait dans ces situations de réunion, parce que c'était beaucoup des temps collectifs, même s'il y a eu pas mal de temps avec les uns et les autres entre les réunions. Et du coup, quand on a terminé les entretiens, qu'on a retranscrit les entretiens, ça représentait une masse assez conséquente de matériaux. Le premier réflexe, en fait, ça a été, comme on fait habituellement en recherche, c'est on va se partager la lecture des entretiens, on va lire les entretiens, et en quelque sorte, on va essayer de les coder. De quoi ça parle en fait dans tels entretiens, quelles sont les thématiques qui ressortent, etc., etc. Et du coup, on a essayé de faire ça. Première réunion où on devait avoir lu les entretiens, etc. Finalement, très peu de personnes avaient lu les entretiens. Ça correspondait peut-être pas à la méthode de travail, ou la méthode de travail n'avait pas été
assez clair. On avait pris le temps de voir comment on lisait les entretiens, comment on pouvait les annoter, etc. Mais voilà, entre ces réunions, ça n'a pas été fait. Donc on a retenté. On s'est dit, bon, il y a encore une prochaine réunion qui arrive. On va se laisser plus de temps. C'est peut-être juste une question de temps. On a besoin de plus de temps pour lire les entretiens. Et donc, on va se laisser ce temps-là. Et en même temps que moi, je lisais les entretiens, j'ai commencé à les analyser, comme je fais habituellement sur des données. Donc, avec des termes qui pouvaient être des concepts, qui étaient aussi rattachés à mes travaux de recherche, puisque ça fait plusieurs années que je travaille sur ce sujet. Donc, voilà. Et puis, on en a discuté avec Julien sur le moment. Je disais, mais en fait, je crois que je fais n'importe quoi. Parce que je commence à analyser les entretiens comme je fais moi, mais du coup, dans une analyse tournée vers quelque chose de compréhensif et de théorique aussi. Et en fait, je ne sais pas si c'est ça que le collectif souhaite faire. Qu'on en a d'abord échangé entre nous, etc., avant une réunion. Et puis, lors de la réunion, en fait, ce que je viens de vous raconter, je l'ai mis en partage dans le collectif. Et du coup, j'ai exprimé très clairement, c'était le terme que j'ai utilisé, mon trouble. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi le but de l'analyse des entretiens ? Il se trouve qu'il n'y avait que moi qui étais troublé. Les personnes, quand on a commencé à échanger, pour elles, c'était très clair que ce qu'on devait faire à partir de ces entretiens, c'était des propositions d'action. Il fallait arriver à quelque chose qui permette de changer certaines pratiques dans les centres d'hébergement. C'était ça l'objectif des personnes. Donc à partir de là, on a essayé de redéfinir collectivement comment on s'y prenait pour arriver à des propositions d'action. Donc la porte d'entrée a été de chercher dans les entretiens des situations problématiques pour essayer de repérer quels étaient les problèmes, les difficultés, les troubles, les dilemmes que pouvaient rencontrer les personnes interrogées, mais aussi les réponses qu'elles pouvaient mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes. Et que peut-être c'est déjà dans certaines expérimentations qui sont mises en œuvre, on peut potentiellement trouver des propositions d'action ou des embryons de propositions d'action qui pourront peut-être s'élargir à d'autres structures, à d'autres dispositifs, etc. Donc la méthode d'analyse, vous voyez, en fait, elle a été redéfinie collectivement. C'est aussi un changement un peu de... Pas un changement de place, mais en fait, on est un peu bousculé dans les places qu'on occupe, dans les manières qu'on a de travailler. J'avais jamais fait des propositions d'action à partir de mes travaux de recherche. Donc ça a été une première aussi à ce niveau-là. Mais c'est passionnant ce que vous dites parce que ça re-questionne aussi les démarches de politique publique ancrées. On peut être fervent défenseur de la science participative ou pas, mais ça re-questionne aussi la manière dont peut-être on forme les futurs sociologues à aller sur le terrain. Il y a de plus en plus d'associations qui se lancent aussi sur les concepts de marche en ville, par exemple, pour redéfinir l'urbanisme. Alors ça, c'est loin de vos travaux, mais ça questionne au-delà de ça, et c'est la question que je voudrais vous poser, la manière peut-être dont vous vous êtes préparé en tant que chercheur à essayer d'arriver à inculquer des bases communes tout en étant à l'écoute en fait des gens qui étaient en face de vous. Au-delà de, c'est des chiffres, on a des questionnaires, c'est des analyses. Il y a une dimension qui relève de la façon dont on envisage notre travail de recherche au sein de la chaire, et notre travail de recherche, il est aussi un travail relationnel au-delà des enquêtes à proprement parler ou des méthodes qu'on applique. Et c'est aussi quelque chose qui consiste à partager les objets de préoccupation qu'on aurait envie de traiter dans le cadre de nos recherches avec des partenaires, et donc à les traduire, ces enjeux-là. Des fois, et à certains moments, ce sont des partenaires extérieurs qui viennent nous solliciter pour nous proposer des sujets ou des choses de ce type-là. Très classiquement, c'est pas rare quand on est chercheur d'être invité ou sollicité pour réaliser des évaluations, des choses de ce type-là, ou à répondre à des commandes. Le cadre dans lequel on est au sein de la Fondation UGA ne nous permet pas de répondre à des commandes ou à des marchés, et on est dans le cadre d'une recherche d'utilité sociale dans laquelle on peut être financé sur des projets que nous définissons et qui doivent être publiés de façon publique. Donc tout ça, ça oblige à de la traduction, à de l'échange avec des partenaires qui sont des parties prenantes d'action, et donc à traduire ce que sont les enjeux d'une recherche indépendante, scientifique, mais qui prend en considération les enjeux aussi portés par ces institutions. Mais au-delà de cette question de la relation aux institutions, on est impliqué, quand je dis on, c'est l'ensemble des personnes qui participent aujourd'hui activement à la chaire en tant que chercheurs et chercheuses, on est impliqué dans
différents collectifs, dans différents espaces qui nous permettent d'être en relation directe avec des professionnels, avec des formateurs, avec des militants, avec des personnes concernées ou l'ayant été. Et on démultiplie ces occasions-là de façon volontaire, que ce soit dans le cadre de nos recherches, par le biais de temps, de mise au travail de nos résultats intermédiaires, ce qu'on fait de façon systématique dans le cadre de nos recherches, c'est-à-dire qu'on ne va pas engager une recherche et présenter nos résultats à la fin. De façon systématique, on essaie de créer des espaces qui nous permettent de mettre en partage, de venir tester des choses, de voir si nos analyses font sens pour les personnes qu'on a en face de nous, ou parfois même de tester un peu la façon dont ça va être reçu, des choses qu'on peut dire qui peuvent être perçues de façon critique. Donc ça, c'est des choses qui sont éminemment importantes. Mais au-delà de ça, il se trouve qu'on travaille, on s'applique à être en lien avec un certain nombre de personnes et on est inscrit dans un environnement. Et cet espace, souvent on parle de dialogue entre sciences et société, pour le coup on est dans une démarche éminemment congruente où nos partenaires, les partenaires de la chaire, mais qui sont aussi des partenaires qu'on a pu rencontrer dans le cadre de nos thèses ou de travaux de recherche respectifs, ce sont des personnes qu'on fréquente, qu'on côtoie, qui nous sollicitent, qui viennent parfois nous demander des conseils, mais qu'on peut nous aussi solliciter pour savoir s'il y a des enjeux qui ressortent aujourd'hui, que nous, on va pouvoir peut-être retraduire en question de recherche. Donc tout ça, c'est une logique relationnelle, de dialogue, qu'on essaye d'entretenir et de cultiver, et qui font que c'est aussi important pour nous de savoir faire en sorte que la recherche puisse donner des prises, mais que les relations qu'on a avec un environnement soient aussi des prises pour la recherche. Ouais. Et du coup, dans ce que tu dis, Julien, il y a vraiment cet enjeu sur la traduction tout du long. C'est-à-dire à la fois d'être en mesure de rendre compte de la recherche de manière accessible pour permettre aux personnes de s'en saisir, de la discuter, d'en débattre, aussi de la contredire, de dire je suis pas d'accord, etc. Et aussi ne pas être figé dans des protocoles méthodologiques ou dans des démarches qui seraient prédéfinies, et où en fait il y aurait une bonne manière de faire la recherche. Mais du coup, il y a plein de manières de faire de la recherche. Et ce qui est important, c'est d'expérimenter. En tout cas pour nous, c'est vraiment d'expérimenter, mais aussi de garder trace de ces expérimentations. C'est-à-dire là, on est en train de parler d'une recherche participative, mais on parle surtout d'une enquête qu'on a menée sur cette recherche participative. C'est-à-dire ça, c'était aussi quelque chose qui a été convenu avec les personnes dès le départ, les personnes de ce collectif d'enquêteurs autour du prêt à sortir. C'était que dans le cadre des réflexions que nous menons sur la chaire, j'allais prendre des notes, j'allais enregistrer l'ensemble des échanges pour documenter l'enquête en train de se faire. Ce qui est important, c'est ça, c'est de pouvoir rendre compte de la diversité de ces démarches, justement pour ouvrir les possibilités dans l'enquête sociologique. Et ces résultats, est-ce qu'ils sont consultables quelque part actuellement ou est-ce qu'ils sont encore en cours d'édition ? Oui, du coup, le travail sur le prêt à sortir, en fait, on peut le consulter. C'est un ouvrage qui est publié aux presses de Rhizome, qui est sorti en 2023 et qui rend compte de la démarche d'enquête qu'on a un petit peu exposée ici et surtout qui rend compte des propositions, donc il y en a 6, des propositions d'action très concrètes autour des centres d'hébergement. En complément de cet ouvrage, le collectif d'enquêteurs avait aussi décidé de réaliser des capsules vidéo. Il y avait aussi un souci de se dire comment on rend accessibles les propositions, notamment, à des personnes qui potentiellement ne veulent pas ou ne pourront pas lire l'ouvrage. Donc il y a aussi cet autre format qui est consultable sur le site internet de la chaire publique des politiques sociales notamment. Ensuite, comme je l'évoquais, il y a un travail de recherche au plus long cours que nous menons au sein de la chaire sur la question des recherches participatives, dont la recherche prête à sortir fait partie, mais il y en a d'autres. Et donc là, on mène une réflexion de plus longue durée, on va dire, sur ces questions-là, sur ces questions méthodologiques, épistémologiques. Et donc là, il n'y a pas encore de publication sur cet aspect-là, mais il va y en avoir, si ce n'est au cours de l'année 2024, l'année prochaine. Une dernière question donc, pour terminer cet entretien. Qu'est-ce que vous retenez de cette recherche, vous, en tant que chercheur ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord un élément qui va être d'ordre thématique sur l'objet même de cette recherche. Moi, mes travaux de recherche portent principalement sur la question de l'habiter, ce que ça signifie habiter des centres d'hébergement et d'autres habitats précaires. Et j'avais assez peu travaillé la question de l'hospitalité. J'y avais un peu réfléchi, mais je ne l'avais pas vraiment mise au travail jusqu'à présent. Donc d'abord, ce travail de recherche m'a amené à me déplacer, c'est-à-dire même
un peu paradoxalement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quand même une analyse qui est tournée vers des propositions d'action, mais ces propositions d'action, néanmoins, elles tournent toutes autour de la question de l'hospitalité des centres d'hébergement. Et donc, ça a permis de mettre au travail, d'une certaine manière, ce concept-là. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, avec le collectif d'enquêteurs, on n'a pas lu de sciences sociales, hormis des extraits d'un texte sur l'hospitalité, écrit par un sociologue qui s'appelle Johann Stavaux-Debauge. C'est le seul apport, on va dire, un peu conceptuel qui a été fait. Et donc ça, c'est important à signaler aussi. L'autre élément qui est plus d'ordre méthodologique, je pense pour moi, ce que je retiens, c'est cette articulation entre recherche et proposition d'action. La manière dont moi j'ai été formé à la sociologie, quand arrivait le moment des propositions, souvent c'était plus le rôle du sociologue. Genre le sociologue, il devient quelqu'un d'autre, il est plus sociologue, et il se permet de faire des propositions d'action. Je pense que là, on a fait des propositions d'action qui sont, en tout cas pour moi, qui sont complètement sociologiques, dans le sens où elles sont toujours appuyées, arrimées en fait à des analyses de situations très concrètes. Et du coup, pour moi, ça m'a amené à repenser l'articulation entre l'analyse sociologique, et notamment l'analyse compréhensive, et la critique sociologique. Je pense qu'en fait, cette question des propositions d'action, on peut la formuler en d'autres termes, c'est le moment de la critique sociologique. Et ce moment de la critique sociologique, en fait, il est inhérent à notre discipline. On le retrouve chez Durkheim, le moment de la critique, c'est essentiel. Et du coup, je pense que c'est quelque chose que j'avais... alors, je ne sais pas si c'était perdu de vue, mais je pense auquel je n'étais même pas familiarisé. Comme si la sociologie s'arrêtait à l'analyse et qu'il n'y avait plus rien après. Ça m'a ramené à repenser ce que c'est ou ce que ça peut être la critique sociologique. Et notamment, j'avais pas lu Durkheim depuis très longtemps, depuis ma première année de licence de sociologie, je crois, très sincèrement. Et du coup, ça m'amène aujourd'hui notamment à... C'est pas le seul auteur, mais aussi à relire Durkheim, parce que chez Durkheim, il y a des choses très concrètes sur la critique et sur des propositions arrimées à l'analyse qui est produite par le sociologue. Et donc, des propositions qui sont aussi sociologiques. Donc ça, pour moi, c'est assez fondamental et ça m'amène à... Dans les travaux que je mène toujours actuellement, c'est quelque chose que j'ai en tête et auquel je trouve que je suis plus vigilant, voire plus sensible par rapport à ce que je pouvais l'être auparavant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Gabriel et Julien. Je rappelle à nos auditeurs qu'on a parlé de la thématique des sorties d'hébergement en se posant la question des expériences singulières et comment elles peuvent devenir un savoir partageable. Merci beaucoup. Merci à vous. Impact saison 4, épisode 3, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que l'échange vous a plu et dans tous les cas, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec Marc Langenbach dans le parc des Écrins. Nous essaierons de comprendre comment monter un projet de sciences participatives et comment le financer. À très vite dans Impact, le podcast pour comprendre les sciences sociales.